J'ai enfin vu Soundtrack to a Coup d'État. Je sais, il est sorti depuis 2024, mais je pense qu'il faut encore en parler, organiser des débats autour. La fille qui dit ça parce qu'elle n'a pas pu assister au précédent. Mais en réalité, quel documentaire, avec une approche en plus décoloniale. Spoiler alert pour cette vidéo. Donc il retrace l'indépendance du Congo RDC, les jeux de pouvoir entre donc la Belgique, les États-Unis et comment le héros national, Patrice Emery Lumumba, a été assassiné avec ses collaborateurs Maurice Polo et Joseph Okito. Leur lutte pour ce Congo libéré des mains de ses oppresseurs n'est toujours pas terminée, car la mainmise des multinationales, des États pour le contrôle des ressources minières est encore au cœur des enjeux économiques du pays et de ce qu'on appelle aujourd'hui un génocide pour des gains économiques où des millions de femmes ont été violées par différents groupes armés, mais également aujourd'hui on compte plus de 10 millions de morts. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, le ministre des Droits humains congolais, Samuel Bemba Kabouya, a avancé le chiffre de 14 400 femmes violées du 10 décembre 2025 au 18 janvier 2026 lors de la prise d'Ouvira par le M23 avec l'appui de l'armée rwandaise. Je vous partage quelques extraits du ciné-débat qui a eu lieu donc hier par l'APHG. Passe en fait des massacres les plus importants. Alors les historiens se battent encore avec les chiffres, hein, c'est comme ça. Hein. Certains historiens parlent de 8 millions de morts, certains 10 millions de morts, et ça fait malheureusement écho aux chiffres qui sont également avancés aujourd'hui lorsque l'on parle de tous ces massacres, et les militants utilisent même le terme de génocide, de génocauste, pour ce qui se passe au Congo, c'est-à-dire un génocide qui est fait pour des gains économiques. Donc en fait, de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en passant par la décolonisation, le Congo est un espace dans lequel, en fait, il se produit des massacres et où les Afro-Américains et les Africains, du 19e siècle jusque dans les années 60 avec la figure de Malcolm X et ses autres acteurs, qui essayent de réveiller le monde, d'attirer l'attention du monde pour dire que c'est un territoire qui est sacrifié déjà depuis l'époque des traites esclavagistes. Alors j'ai également été agréablement surprise par le traitement des archives. Sarah Sroska, productrice du film, nous explique brièvement la volonté du réalisateur. Le film a été réalisé par Johan Gremampré, qui est donc belge, belge blanc par ailleurs, et qui s'est interrogé en fait sur cette question-là, et donc la responsabilité de lui en tant qu'un belge blanc qui peut bénéficier de la richesse de Congo, de l'exploitation de Congo pendant des années à l'époque colonialiste, quand on peut s'en apercevoir rien qu'en marchant à Bruxelles, toutes les richesses architecturales avec laquelle Bruxelles, la Belgique tout court, a été construite, entre autres grâce au Congo. Donc je pense que c'était, je parle en son nom, mais c'était le besoin de comprendre. Je pense que c'est vraiment pour comprendre aussi le passé, et par le passé, le présent. C'est la raison pour laquelle aussi on a le choix des images d'aujourd'hui, comme Tesla et le pub pour iPhone. Par ailleurs, en ce qui concerne les images, c'est moi qui s'en occupais de la clearance de toutes les archives du film. Donc je rebondis sur la question des images que vous n'avez pas pu donc voir auparavant. Ce sont des images qui sont toujours détenues par les Belges. Donc en fait, c'est toujours des images de personnes colonisées filmées par les colonisateurs. Que par ailleurs, d'ailleurs, c'est comme vous avez dit à juste titre, c'est une certaine forme de théâtre, mais aussi, je pense, une approche assez iconoclaste de Johan. C'est une volonté, parce qu'il essaye de déconstruire en fait l'œil de colonisateur. Ce documentaire revient également sur l'indignation du mouvement des non-alignés, la force du panafricanisme, notamment avec les rôles donc du Ghana, de Kwame Nkrumah, de la Guinée, de Sékou Touré, de l'Égypte avec Nasser, de l'Inde, de l'Indonésie, de Cuba avec Castro, de l'Union soviétique qui réclamaient la fin du colonialisme et affirmaient leur soutien au Congo RDC. Un autre paradoxe qui a été soulevé par Elisabeth Dikizeko, c'est l'hypocrisie des États-Unis qui utilisent son soft power avec donc le jazz, notamment la figure de Louis Armstrong, qui est en réalité un cheval de Troie manipulé par la CIA. D'un côté, la musique des Noirs est utilisée à des fins politiques, et de l'autre, on a donc dans cette Amérique en pleine crise avec le mouvement des droits civiques, où on voit Malcolm X, justement dans le documentaire, dénoncer le traitement réservé aux Nord-Américains, mais aussi aux Africains. Il y a tellement de références musicales, historiques, également avec le témoignage littéraire, avec le témoignage de l'auteur Jean Beaufan, sans oublier le rôle central des femmes. Depuis quelques décennies, fort heureusement, on remarque un phénomène, celui de
féminisation en fait de l'histoire, on appelle ça en gender history en anglais. Et de plus en plus, on remet en fait au centre ces femmes qui étaient déjà en fait au centre de tous les mouvements. Elles étaient dans toutes les révolutions, elles étaient dans toutes les révoltes, sauf que elles ont un peu été invisibilisées déjà par d'abord le regard de l'archive, cette archive androcentrée écrite, voilà, qui déjà invisibilisait les femmes. Et de plus en plus, on a des historiennes qui vont remettre ces femmes au centre. Je voulais donc dire qu'il y a un centre André Blois à Kinshasa. Je travaille avec le centre culturel André Blois à Kinshasa qui remet justement cette figure au centre, qui est, comme tu l'as très bien dit, participé à l'écriture des discours de Patrice Lumumba et qui montre bien que les femmes ont toujours été dans le mouvement panafricaniste puisqu'elle a en fait été détachée par Sékou Touré après les conseils de Kwame Nkrumah pour en fait aider Patrice Lumumba à aussi organiser les femmes. Et il ne faut pas oublier que toutes ces figures masculines n'auraient jamais pu être à la tête en fait de ces pays-là si ils n'avaient pas été en fait soutenus par les femmes qui se sont mobilisées, qui ont parfois financé les partis politiques africains, qui ont opéré différents types de rapports de force, qui imposaient même le vote démocratique pour elles, le droit de vote, sinon elles ne se mobilisaient pas. Et donc ces hommes ont été faits aussi par les femmes. Son combat a pris un tournant lors de la mort de son fils atteint de malaria qui ne pourra pas être soigné parce qu'il avait un quart de sang noir. Donc tous les hôpitaux, les centres de santé ont refusé de soigner son fils. Elle dira que la mort de son fils l'a politisé. On voit également la figure de Léonie Abo qui est aussi représentée ainsi que sa lutte justement en fait pour ce Congo libre. Elle a aussi massivement participé avec Pierre Moulélé, proche et ancien ministre de Lumumba qui deviendra son époux. Léonie est par ailleurs devenue sage-femme et a soigné de nombreux Congolais durant cette période. Ce film permet de voir comment la résistance face à l'impérialisme s'est organisée autant sur le continent qu'en dehors, avec des prises de parole de plusieurs personnalités, également des artistes, notamment Myriam Makeba, mais aussi la prise d'assaut d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU par la chanteuse Abbey Lincoln, et également d'autres militants. Donc les femmes ont vraiment toujours été au cœur des luttes de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de Asantewaa Kuleta? Dites-moi en commentaire.